Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages avec de grands auteurs et artistes. Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu fascinant, juste à côté de Paris, avec le cavalier artiste et auteur Bartha Bass. Il nous a ouvert toutes les portes de son territoire, le théâtre Zingaro, célèbre à travers le monde. Non, mais le fait même d'avoir changé de nom, Ouais. parce que Bartha Bass, c'est mon nom depuis plus de 40 ans, 45 ans. On peut dire votre prénom ou pas? Je sais que vous ne Non. l'aimez pas. Non, c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est un nom. Mais c'est public, vous savez qu'on... C'est drôle parce que c'est l'époque où on se donnait des noms, à l'époque du cirque à livre. Zingaro veut dire Zigan en espagnol, c'est-à-dire c'est une manière, on est ouvert sur toutes les cultures du monde et on s'enrichit par tous les gens et les cultures que l'on croise. Bartha Bass vous parlera de son premier roman qui rend un hommage vibrant au saltimbanque, un entretien brut et sans détour dans une convivialité réjouissante à l'image de l'artiste. Et puis notre club de lecture, bien sûr, avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, une lectrice passionnée et les pépites des libraires, avec notre incontournable libraire québécoise, Josiane Letourneau, depuis Montréal. Et on commence avec un premier invité en plateau. Bonjour Clémentine Robin. Bonjour. Vous êtes française d'origine auvergnate, installée à Nice. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans le secteur médical et vous êtes désormais scénariste et auteur. Vous avez publié votre premier roman, Tabarque, aux éditions de l'Harmattan. Et vous y faites référence à la barque de notre vie. Elle est fragile, cette barque. On la gère souvent avec notre instinct d'ailleurs. Tout à fait, c'était l'idée du titre, c'était de parler d'une traversée, en l'occurrence amoureuse, mais en y mettant l'idée de quelque chose de vulnérable, de précaire, qui ne dure pas, mais qui emmène quand même d'une rive à une autre. Alors elle va suivre son instinct, ce personnage, votre personnage. Elle est dans un cabinet de gynécologie, elle s'épuise au travail. Et puis un jour, elle va rencontrer un certain Thomas, un bel homme charismatique aux yeux noirs, producteur audiovisuel. Elle revit à ce moment-là, ça change sa vie. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une passion, de quelque chose qui arrive comme ça et qui bouleverse tout. Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Elle est dans un état végétatif au départ ou elle a envie de retrouver des sensations, de retrouver la passion? Alors, je me suis beaucoup questionnée sur cette histoire de passion. Je pense que l'idée, c'est que la passion puisse être justement une émotion suffisamment forte et intense pour tirer d'une émotion contraire, d'une émotion plutôt dépressive, et que ça puisse être comme ça une façon de se raccrocher fort à la vie. Alors vous posez cette question, jusqu'où peut nous mener la passion? Parce que le personnage de Clémentine va se retrouver dans une situation particulière. C'est que dans son cabinet de gynécologie, il va y avoir une patiente qui a un lien avec Thomas. Et donc ce lien avec Thomas, ça va bouleverser plein de choses, notamment l'intégrité, la déontologie médicale aussi. On est souvent emporté par sa passion jusqu'au point de trahir un peu les valeurs professionnelles. Oui, ou en tout cas, ça les remet en question. Et c'était un peu l'idée, c'était aussi de pouvoir parler des soignants dans leur humanité, dans leurs ambivalences. Ouais. Mais quand on est dans le monde médical, c'est compliqué. Vous avez été, vous, dans le monde médical? Oui, tout à fait. En fait, on ne cesse d'être sans arrêt en balance entre nos émotions et ce qu'on doit faire d'un point de vue professionnel. Donc, c'est bien plus complexe, je pense, que ce qu'on imagine. Et comme elle, dans ce livre, vous vous êtes posé la question à un moment? Pas en ces termes. Comment dois-je mener mon intégrité professionnelle et ma passion amoureuse, ou en tout cas mon lien avec tel ou tel patient? Alors, pas comme ça, mais je pense que c'est plus la question de quand on se retrouve face à des gens avec lesquels il y a un lien qui se crée plus proche. Des fois, on ne décide pas forcément. Alors ensuite, comment on arrive à continuer à soigner correctement? Est-ce qu'il ne faut pas passer la main à ce moment-là aussi? Oui, vous l'avez fait, vous, je suppose. Voilà. Pourquoi je l'ai même passé complètement. Pourquoi avez-vous arrêté ce travail? Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir donné tout ce que j'ai pu et de m'être beaucoup épuisée dans mon métier. Je pense que après, c'est peut-être un peu plus politique et pas le moment d'en parler, mais la situation des soignants aujourd'hui, même en bout de ligne, elle est très compliquée. Et voilà. Ça devient insupportable à un moment.
voilà, pour moi en tout cas, ça l'était. Bon, en tout cas, elle est perturbée par Thomas et par tout ce qui lui arrive. Tabarque, c'est paru aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup, Clémentine Robin. Merci d'être venue sur le plateau du Club francophone. On vous souhaite bonne chance pour ce livre. On vous retrouvera tout à l'heure, d'ailleurs, pour un conseil de lecture. On change d'ambiance et on part tout de suite dans un théâtre extraordinaire et surtout pas comme les autres, avec le cavalier auteur Bartabas. Bonjour Bartabas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Aubervilliers, dans le théâtre Zingaro. Vous êtes cavalier, metteur en scène, scénographe. Vous êtes aussi écrivain, je dirais officiellement depuis 2020, depuis ce fameux récit magnifique d'un cheval l'autre que je conseille à tout le monde. C'est paru en poche chez Folio désormais. Et on est ici pour parler de votre... jeune écrivain. C'est ça. En fait, un écrivain dans l'âme et un écrivain officiel en 2020. Ça vous va, ça ? Oui, ouais, okay. C'est plus élégant. C'est plus élégant. Bon, on va visiter cet endroit, évidemment, et puis on va parler des Cognes-Trottoirs. C'est votre nouveau roman. Comment vous vous sentez ici, d'abord ? Là, je me sens tranquille, parce que comme on est un peu en période de pause à Zingaro, puisqu'on a terminé la représentation des Cantiques du Corbeau, et on va bientôt attaquer les répétitions du suivant, donc pour l'instant, c'est assez calme. Mais c'est douloureux de monter un spectacle, Bartabas ? Ouais, c'est toujours douloureux, la vérité. Enfin, c'est une dynamique, hein, donc c'est dans l'action, tout ça, mais enfin, c'est quand même, oui, il faut accoucher. Quand tu dois accoucher d'un spectacle dans un temps donné, même si c'est des périodes de 6 mois, souvent, les répétitions, donc ça commence en progression, mais il y a forcément toujours des aléas qui arrivent, des problèmes à résoudre, et donc c'est toujours un peu douloureux jusqu'au moment de la première. Puis la création, c'est ça aussi, c'est douter à chaque fois que l'on va y plus, arriver. Voilà, il y a l'acte de la création lui-même qui est forcément lié au doute, oui, parce que tu as beau avoir un thème, tu travailles et puis tu n'es jamais satisfait jusqu'à... Puis on en fait, on ne sait pas si on va faire aussi bien sur le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Non seulement ça, même pour nous, c'est encore pire, c'est que comme on vit que dans notre relation avec le public, économiquement, je dis chaque spectacle est une partie de poker. Ça nous donne le droit ou pas, on s'endette beaucoup d'abord, puis on rembourse pendant 3 ans parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de public, enfin, on a eu comme ça 40 ans, et donc il te donne le droit d'en refaire un. Mais s'il y en a un qui ne marchait pas du tout, ce serait même l'arrêt de la compagnie. Donc c'est une tension qui est en plus que les gens souvent ne savent pas, c'est que c'est pas qu'une tension de créateur, de est-ce que je vais arriver à faire un bon spectacle, c'est est-ce que j'aurai les moyens d'en refaire un autre, quoi. Ce roman, Les Cognes-Trottoirs, c'est un hommage au saltimbanque Bartabas, à tous ces échoués de la vie. En tout cas, vos personnages sont souvent échoués. Ils viennent d'endroits très différents, ils ont des histoires personnelles très différentes, douloureuses aussi parfois. Moi, je dirais que ce sont des marginaux, des gens qui vivent en dehors de la société d'une autre manière. Et comme d'ailleurs à l'origine les acteurs, il faut savoir que les acteurs et les actrices, il y a 300 ans, n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient des noms de scène, des surnoms. C'est pour exister en dehors de la société. Et l'histoire de Zingaro, c'est un peu ça. Déjà, Bartabas, vous vous doutez bien que c'est pas mon vrai nom. Mais c'est une façon de rendre hommage un peu à cette époque-là, du théâtre de Tréteau, de ce moment où le théâtre était un acte, j'allais dire, pas antisocial, mais en tout cas en dehors de la société, qui permettait d'avoir un regard, quoi. Parce qu'on vient d'entrer et les chevaux sont tous là, se sont dressés et ils ont reconnu votre voix en fait. Bah ça c'est normal. Hein. Là donc je vais juste vous en montrer un seul. Il s'appelle Tsar et il a la particularité d'être immense puisqu'il mesure 1m92 au garrot, quoi. Okay. Et moi qui suis déjà grand, quand je me mets à côté, voilà, je parais tout petit. Je suis souvent dit j'ai un regard d'enfant. Quand j'étais enfant, je voulais monter sur un cheval, je n'arrivais pas à voir au-dessus du garrot. Maintenant, les 3/4 des chevaux, je peux voir au-dessus de leur dos, sauf lui qui me remet dans une position d'enfance, en fait, quoi. C'est un cheval très gentil, d'abord, et puis qui a une personnalité assez incroyable, quoi.
C'est-à-dire il y a des chevaux comme les gens qui ont une présence, un truc, tu ne pourrais pas dire pourquoi. une personnalité, qu'est-ce qu'il Voilà, a? tu ne peux pas dire qu'il est dans ses allures, il est spécialement beau plus qu'un autre, non, peut-être même moins. Mais il a un truc qui est très difficile. Voilà, c'est comme le charme chez les gens. Alors, quelqu'un avec un grand nez qui a beaucoup de charme ou un grand cou, il n'y a pas de canon, quoi. Et ça m'a toujours intéressé chez les chevaux. Bon, il y a Cascabel, une gamine que l'on rencontre dans votre roman Bartabas. Elle sera recueillie d'abord par un saltimbanque, un funambule solitaire, et puis par un groupe d'artistes. Elle est sauvage, elle semble être née muette. Et surtout, elle est avec un âne. Elle est avec un âne. Alors, pas un cheval, un âne. Pourquoi un âne alors? Parce que j'aime bien les ânes, déjà, premièrement. Et puis l'âne a ce côté, il faut savoir qu'un âne vit 2 fois plus qu'un cheval, un peu plus même encore. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est têtu comme un âne, parce que les ânes pouvaient pendant 20 à 25 ans faire le même travail dans une ferme et se retrouver sur un marché, une foire à vendre, et donc tu leur changeais 25 ans d'habitude pour aller chez un autre propriétaire, et là du coup ils rechignaient un peu. C'est de là que vient l'expression, je pense, têtu comme un âne, parce qu'un âne n'est absolument pas têtu. Mais par contre, moi j'en ai fait un âne philosophe, qui est un sage un peu. C'est-à-dire qu'il a un regard sur le monde des hommes pendant qui vient ponctuer comme ça toutes ses rêveries pendant tout le livre. Pardon. Il y a un autre personnage qui s'appelle l'amiral. Alors lui, c'est un homme un peu fabulateur, il est souvent nu, il est charmeur. Voilà. Il vit un peu comme un animal, l'amiral. Oui, de toute façon, c'est un roman très sensuel, qui parle beaucoup du corps, qui parle beaucoup de... Voilà, et donc, la jeune protagoniste, Cascabel, va suivre un apprentissage d'abord du funambulisme, qu'elle va rencontrer Christian, un personnage comme ça qui vit seul dans la forêt, qui va lui apprendre à danser sur un fil, et son âne aussi d'ailleurs, parce qu'en la voyant faire, il a essayé, et il est arrivé tout de suite, parce qu'il faut savoir que les ânes et les mules, contrairement aux chevaux, ont la conscience de leur poser de membres. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont le pied sûr. Ils savent où ils posent les pieds, alors que les chevaux ne le savent pas. Ah bon? Si jamais ils posent à côté, ils vont se reprendre, mais ils n'ont pas la conscience. Donc de là en faire un animal funambule, c'est pour ça qu'on les emmène dans l'Himalaya d'ailleurs, parce qu'ils peuvent porter autant qu'un cheval, une mule et un âne. Mais ils n'ont pas le vertige, ils ont le pied sûr. De là à être funambule, il n'y a qu'un pas. C'est un peu extraordinaire, mais comme c'est Bartabas qui le dit, ça doit sûrement être vrai parce qu'il s'y connaît. On va aller dans un autre endroit très important ici, au Théâtre Zingaro, Bartabas, un restaurant, cabaret, où il se passe beaucoup de choses. Lieu d'accueil aussi. Oui, c'est un lieu très important pour les gens qui connaissent bien Zingaro, parce que c'est le lieu où on accueille le public avant le spectacle, qui est un peu mythique, puisqu'il contient la plupart des décors, et des costumes et des accessoires, des masques, de tous les spectacles de Zingaro depuis 40 ans. J'appelle moi le chapiteau depuis que je vous connais. Mais je sais qu'il faut pas dire ça. Le chapiteau, c'est en toile, ça c'est en bois. Je sais. Comme... Vous me l'avez déjà dit, je sais. C'est fermé. C'est fermé, oui. Voilà, dans ce lieu magnifique avec toute l'histoire du théâtre Zingaro, les costumes, des instruments, des objets, même certains objets qu'il ne faut pas toucher, c'est bien précisé, il y a des objets fragiles aussi. Et dans les cognes-trottoirs, ce roman, il y a l'érudit. L'érudit, c'est aussi un peu vous, parce que c'est un amateur de livres et un amateur de littérature. Qui dira à Cascabel, la gamine muette, entre guillemets, quand tu auras fini la lecture de ce livre, tu me résumeras l'histoire en une seule phrase. Oui, alors l'érudit, c'est dit le baron, qui est inspiré d'un personnage qui était d'ailleurs à Zingaro à l'époque. Et il a décidé de lui faire sa formation. Il le fait de manière comme on ferait d'un acrobate. C'est-à-dire c'est très rationnel, il y a des exercices. Je te donne un livre, tu le résumes, elle a une petite ardoise. Et Cascabel veut dire grelot en espagnol, c'est le surnom qu'ils lui ont donné, parce qu'ils lui ont donné une petite clochette qui lui permet d'appeler les gens quand elle veut s'adresser à eux, avec sa clochette. Et pour parler, le langage des signes à cette époque-là n'existe pas encore en France vraiment. Et donc elle a juste une ardoise sur laquelle elle écrit. Et donc elle doit résumer le livre. En une seule phrase. Voilà, en une seule phrase. Donc il y a voire Balzac, un mot, voilà. La peau de chagrin. Et alors on s'aperçoit très vite qu'elle absorbe. Oui, mais en une seule phrase de résumer un livre, c'est impossible. Qu'est-ce que vous diriez par exemple c'est qu'elle a une petite ardoise, donc elle ne peut pas écrire. Pour votre roman Les cognes-trottoirs, en une seule phrase. Par exemple, pour montrer l'acuité qu'elle a, elle lit. Alors c'est déjà au bout d'un certain temps, elle lui donne Madame Bovary. Et elle résume le corps, rien que le corps. Voilà. Ce qui est quand même déjà assez... Et vous répondez pas à ma question, Bartabas. Et pour celui-ci, pour les cognes-trottoirs, elle dirait quoi, Cascabel? Elle dirait...
L'aventure, c'est l'aventure, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je ne sais pas, là vous me piégez, il faut que je lui demande, je vais lui demander. Il faut lui demander, oui. Bon, Bartabas est un homme très généreux parce qu'il va nous emmener dans un lieu complètement secret, Voilà, un bureau. où peu de gens peuvent rentrer. Peu de gens peuvent rentrer. Parce que déjà, c'est pas grand, premièrement. Déjà. On y va. Derrière cette porte en bois, il y a un lieu très personnel. C'est presque un cabinet de curiosité, Bartabas. Oui, disons que c'est un lieu assez intime où je m'isole, qui est assez petit, donc personne ne rentre. Il faut savoir qu'ici, on vit sur place. Hein. Ouais. Donc on dort, on vit là, et donc on est un peu, pas les uns sur les autres, mais enfin on est tout le temps à se côtoyer. Et là, c'est un endroit pour écrire, donc qui est assez... et puis c'est vrai qu'il s'est rempli parce que j'ai dû envoyer à la casse plusieurs de mes caravanes anciennes. Et donc à chaque fois qu'il y avait des souvenirs dedans que je ne voulais pas lâcher à Poitiers, donc ça finit par faire un cabinet de curiosité. Et on ira dans la caravane juste après. Allons-y. Oui, déjà avec la porte, c'est intéressant. Non mais c'est vrai, c'est difficile pour rentrer, comme ça personne ne peut C'est ça, rentrer. oui, comme ça on peut rentrer qu'à une personne. Exact. Vous n'êtes pas tellement confié sur votre vie, Bartabas. C'est vrai que vous avez confié votre relation assez sentimentale avec les chevaux. C'était des grandes histoires d'amour parfois. Mais le gamin que vous étiez ou les blessures qu'il a fallu guérir, comme tout le monde, ça, vous n'en parlez jamais. Non mais le fait même d'avoir changé de nom, Ouais. parce que Bartabas c'est mon nom depuis plus de 40 ans, 45 ans. On peut dire maintenant. votre prénom ou pas? Je sais que vous Non. n'aimez pas. Et, non, c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est un nom. Mais c'est public, vous savez qu'on... C'est drôle parce que c'est l'époque où on se donnait des noms, à l'époque du cirque Aligre. Moi, c'était Bartabas le Furieux, il y avait Igor le bel Igor. Ouais. Et encore une fois, ce choix de nom qui, évidemment, est un nom qui vient d'ailleurs, qui vient de nulle part. D'abord, c'est une manière, Zingaro veut dire Zigan en espagnol, c'est-à-dire c'est une manière, on est ouvert sur toutes les cultures du monde et on s'enrichit par tous les gens et les cultures que l'on croise. Voilà, donc il y a cette notion de ne pas appartenir à un pays. Et donc ça, pour moi, c'est une notion très importante, une notion universelle. Ce qui est d'ailleurs l'origine de notre succès dans le monde entier. Hein. Ouais. Voilà, parce que Bartabas, en changeant de prénom, parce que vous ne voulez pas qu'on dise... Il y a Bartabas, ce qui est ça qui m'amuse, c'est que Bartabas, c'est un mot en un truc, il n'y a pas de prénom. Alors ça, à une époque, c'était le grand gag. Mais parce qu'à l'époque des années 80, 90, on voulait montrer qu'on était intime avec Bartabas. Donc il me disait, mais comment je t'appelle? Oui, c'est ça. Et bah Bartabas. Non, mais non. Alors il tentait des Bartas. C'était assez drôle. Et puis après, tu as le ministère, le truc officiel, ils sont obligés de faire Monsieur Bartabas. Donc ça, j'aime beaucoup. Vous y pensez à votre vie d'avant, aujourd'hui, ou c'est fini? Je ne suis pas de ces auteurs ou de ces personnages qui vont chercher le pourquoi ils font ça dans leur jeunesse et dans l'inspiration. Bien que, après, bon, moi par exemple, j'étais très attaché à mon grand-père. Toute sa vie, il avait préparé sa retraite, il adorait l'écriture, et il avait tout préparé, et juste avant sa retraite, il a eu un AVC. Et il a perdu la parole et l'écriture. Il a dû réapprendre à écrire et à parler. Et il y avait une connexion avec lui qui m'a beaucoup marqué, quoi. Et voilà, donc c'est peut-être de lui que j'ai hérité cette envie d'écrire, ce moment tout d'un coup où moi, déjà à 60 ans, j'ai dit tiens, je vais me mettre à écrire, quoi. C'est quand même surprenant, quoi. On va aller dans un autre lieu solitaire, votre caravane. Bah, moins solitaire, mais oui. Ouais. Allez, Bart. Allons-y. Allons-y. Vas-y, après toi. Merci. Sur la gauche. Sur la gauche. Ah oui. Au fond de la salle à gauche. Quand on est en marge un peu de la société, qu'on vit dans une caravane, il y a plus de liberté, Bartabas? Ça, c'est un bien grand mot. Hein. Ça, c'est la liberté de pouvoir te lever en hiver avec les tuyaux gelés, pas d'eau courante, aller pisser dehors. Non, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai souvent dit, hein, à Zingaro, les 40 personnes qui faisaient partie de la compagnie, personne n'est de famille de cirque ni de voyageurs. Donc on vit tous de cette manière-là par choix, pas par héritage culturel. On ne fait pas ça parce que nos parents faisaient ça et qu'on n'avait pas le choix. Et donc c'est intéressant parce que c'est une vraie démarche, quoi.
C'est comme si un producteur fait pousser ses tomates et va les vendre lui-même sur le marché. Il accompagne son truc jusqu'au bout, sans passer par les institutions qui sont les supermarchés, les grandes surfaces. Le théâtre de rue, c'est un peu ça. Tu vas direct, tu travailles ton art et tu vas le présenter directement au contact du public, sans passer par un théâtre, par un festival qui va t'inviter, pas t'inviter, qui va ceci, cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du producteur au consommateur. Du producteur au consommateur. Exactement. C'est ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, vous êtes un artiste bio. Il y a de ça. Un mot sur Gaspard, ce personnage qui figure dans les coins de trottoir, l'homme au rat, comme vous le surnommez. Il a été dévoré par le démon du PMU. Il a joué aux courses, le PMU sur les courses hippiques en France. Quel regard, justement, je vous ai jamais posé cette question-là, quel regard vous portez sur les courses hippiques, Marc Thomas? Moi, très jeune, hein, je voulais être jockey quand j'étais très jeune. Puis je me suis aperçu que je grandissais un peu trop vite, donc que ça allait être difficile. Donc après, je me suis dit, je vais être entraîneur. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval, je me dit, c'est pas pour mon caractère. Donc ça a été vite vu. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce milieu, qui fait partie de ces milieux qui ont leur propre code. Encore un peu maintenant, c'est en train de disparaître, hein, leur propre mode de vie. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ça, qui ont leur vocabulaire, leur. Mais c'est vraiment de l'argent, quand même. Vous allez à la Maison Lafitte dans le bar, centre d'entraînement, toutes les tables sont pleines, tous les clients ne font pas plus d'1m50 et disent tous le Paris Turf, quoi. Et, donc c'est assez marrant, quoi. Oui, mais c'est de l'argent. On utilise les... Non, ça c'est le monde, ça c'est les propriétaires. Ça c'est les propriétaires. Moi je parle du monde de gens qui travaillent autour des chevaux. Ils se lèvent tous les matins à 4h du matin. Tout est lié aux propriétaires. Oui, évidemment. Oui, tout est lié comme dans tout est lié, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, mais bon voilà, c'est un milieu mais c'est vrai que c'est un peu dégénéré, surtout même l'ambiance des champs de course. Avant c'était très attaché au milieu de l'art. C'est très beau les courses, hein. C'est un sport, un spectacle. Très très beau. D'ailleurs, beaucoup de peintres à la grande époque, tous les artistes venaient aux courses pour la beauté des courses, les couleurs. Voilà, bien sûr. Les coins de trottoir, c'est paru chez Gallimard. Merci de nous avoir accueillis avec cette générosité. Tous ces souvenirs ici qu'on a en commun et ce lieu est chargé d'histoire aussi. C'est un plaisir partagé. À bientôt, Martin. À bientôt. Retour en studio à Monaco avec notre club de lecture à présent composé d'une lectrice, d'un lycéen et d'une libraire pour les pépites des libraires. Clémentine Robin, on la retrouve parce qu'on est avec elle depuis tout à l'heure avec son premier roman. Après nous avoir parlé de ce livre, vous avez un livre, vous, qui a illuminé votre vie, un classique de la littérature. Oui, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Alors pourquoi ce livre ? C'est vraiment un livre qui m'a réconciliée avec la lecture, sur lequel je suis tombée tout à fait par hasard. Je pense que je devais avoir à peu près 25 ans. Et je ne sais pas, en lisant ce livre, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me parlait avec exactement les mots que j'attendais. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui est paru en 1954 et surtout c'est le premier livre d'une jeune femme de 18 ans sous pseudonyme car son père ne voulait pas que son nom apparaisse sur la couverture. Elle s'appelle en réalité Françoise Coirez et l'héroïne a 17 ans aussi, donc c'est vraiment un livre pour la jeunesse à l'origine, mais ça a fait scandale quand même. Bah oui, c'est sûr qu'il y a une liberté de ton et je pense que c'est ça qui m'a à la fois complètement surprise et qui m'a plu. Je me suis dit, waouh, en tant que femme, on peut écrire comme ça avec des ambivalences et des choses un petit peu qui peuvent, choquer. Alors l'accueil est très divisé à l'époque et François Mauriac va même étriller le livre dans le Figaro, condamnant, je cite, le dévergondage de l'adolescence féminine, plaie d'une époque. Ça allait très loin quand même. Hein. Heureusement, je pense que les choses bougent, mais c'est encore presque d'actualité comme sujet. Oui, c'est vrai. Voilà, en tout cas, des réactions très dures. Le livre sera vendu quand même à plus de 2 millions d'exemplaires, plus de 2 millions depuis sa sortie. Et Alain Souchon en a même fait une chanson en 2005. Vous la connaissez, Clémentine, cette chose ? Bon, c'est pas la meilleure, mais à retrouver quand même. Merci beaucoup, Clémentine. Merci pour ce conseil de lecture. Place aux libraires à présent avec la pétillante Josiane Letourneau de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour, Josiane. Bonjour, Emmanuel. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, Et vous? Ça va. Pétillante avec une pépite cette semaine. C'est le nouveau roman d'une écrivaine haïtienne que l'on connaît bien ici. Oui, en fait, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit que c'était exactement dans votre palette de goût, comme on dit ici. Je ne te trouverai pas deux fois
dans ce même corps de Kathleen Mars, qui est son 9e roman. Ça se passe à Port-au-Prince. Après l'éclatement d'un scandale de Petro-Caribe, en fait, les rues sont de moins en moins sûres. On a la violence des gangs, on a la révolte du peuple. Et en fait, au centre de tout ça, on a un personnage qui s'appelle Z, qui vit avec ses 2 enfants et avec son ami. Et en fait, elle va rencontrer un homme de qui elle va tomber éperdument amoureuse. Alors, elle va le faire fi de cette violence-là, elle va faire fi de ces risques-là pour poursuivre pleinement cette passion-là. Alors, c'est un roman incandescent, merveilleux, passionné. Moi, j'ai été transportée par l'écriture parce que c'est vraiment épidermique, c'est sensuel. Voilà. Alors, c'est un très, très beau livre de Kathleen Mars. Bon, à lire absolument. Apparemment, Kathleen Mars, qui est une grande écrivaine haïtienne, qui a publié plusieurs livres chez Mercure de France, emblématique maison d'édition française, et qui publie cette fois chez l'excellent éditeur québécois Mémoire d'Encrier. Et on salue Rodney Saint-Éloi, le patron de cette maison d'édition. Merci beaucoup, Josiane. Vous nous avez convaincus. Je rappelle que vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Mediapol. À bientôt, Josiane. À bientôt, au revoir. Un autre lecteur est avec nous en plateau. Il est lycéen en terminale au lycée François d'Assise Nicolas Barré de Monaco. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu as 17 ans Laurent et tu lis beaucoup de livres, hein. Tu es un grand lecteur. Oui, j'aime bien lire. J'aime bien lire, pardon. j'aime bien lire, tout va bien. Et tu as un livre en particulier qui a aussi illuminé une partie de ta vie, comme Clémentine qui est à côté de toi. C'est un livre plutôt contemporain. C'est ça. Donc moi, le livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est donc Les fourmis de Bernard Werber. Et donc en fait, dans ce livre, il va raconter l'histoire d'une fourmi qui va rentrer en contact avec le monde des humains. Et du coup, c'est très intéressant parce que il évite de trop faire des anthropomorphismes, donc de finalement mettre le monde des humains, mais avec des fourmis à la place des hommes. Et plutôt vraiment, il leur imagine un monde avec une logique à elles. Et du coup, c'est vraiment intéressant la façon dont il imagine ça dans le livre. Alors, succès incroyable pour les fourmis, qui a donné une autre image, finalement, un autre regard sur cet insecte à tout le monde. Toi aussi, ça a changé ta perception. Alors, j'ai entendu, moi, des ados, des enfants qui disent qu'avant, ils s'acharnaient sur les fourmis, comme on l'a tous fait quand on était enfant. Je suis désolé, mais j'ai participé à ce génocide de fourmis. Et quand on lit ce livre-là, on arrête. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les fourmis. Enfin, j'ai toujours aimé les insectes. Non, il n'y a pas de problème. C'est bien, tu as raison. C'est toi qui es du bon côté. J'ai toujours aimé les insectes depuis que j'étais petit. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, justement, en fait, moi, c'est un peu l'inverse. C'est parce que je les aimais que j'ai été conduit à lire ce livre. Mais c'est vrai que ça a un peu poussé ma passion, notamment au niveau des fourmis. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, ce que fait Bernard Werber, c'est que quand même, il sort pas finalement ce qu'il dit de nulle part. Il s'inspire vraiment de vrais faits scientifiques sur comment les fourmis fonctionnent. Je rappelle que tu es lycéen en terminale au lycée Nicolas Barré de Monaco. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire avec le bac. Merci beaucoup. À la fin avec mention. On croise les doigts. La mention obligatoire. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission, on vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine.